One Pieceology, Little Garden. Let's go, foutu Albert Einstein. Donna, je suis le chef et bienvenue dans ce nouveau numéro de One Pieceology, l'émission durant laquelle vous On se rappelle de l'épisode 8, l'épisode précédent. Il n'était pas trop fan de l'arc Whiskey Peak. On verra s'il va apprécier l'arc Little Garden. Et nous, ça nous permet un petit peu de replonger dans les anciens arcs et tout, voir les anciens persos et tout. Accompagné durant ma relecture, ma redécouverte des arcs de One Piece. Et aujourd'hui, on s'attaque au troisième arc de la saga Alabasta ou de la saga Baroque Works, t'appelles ça comme tu veux. Je parle bien sûr de l'arc Little Garden. Mais avant d'aller plus loin, petit résumé des familles comme d'habitude que j'ai copié-collé sur internet, parce qu'on va pas se casser le cul. J'ai autre chose à foutre que de faire des résumés, oui. Cet arc se déroule sur l'île préhistorique et déserte de Little Garden. Là, Luffy et ses amis feront la connaissance de... Regardez. À eux deux, ils ont détruit l'un des plus gros arguments des pro Akainu. Oui, Akainu niveau Yonko parce qu'il peut combattre pendant 10 jours. Les mecs, ça fait 100 ans qu'ils combattent. Ils ont pas niveau Yonko. Sauf si tu me dis qu'ils ont le niveau, pour le coup, c'est 100 fois des pirates. Bizarre. Et oui les gars, tous les chemins mènent à Don Shinjao et tous les chemins mènent à la puissance. Oui. Deux géants, Dory et Broggy, qui se battent en duel depuis plus de 100 ans sans qu'un vainqueur ne se dégage. Ce pour des raisons qu'ils ont d'ailleurs oubliées. Cependant, plusieurs agents de Baroque Works s'infiltrent sur... Ça me termine toujours, c'est toujours ces trucs, toujours les intrigues et tout, ça commence toujours avec des combats, avec du... toujours regardez, hop, les... l'île, ce qui provoque ça me fout droit. de nouveaux combats. De son côté, Sanji parvient à duper Monsieur Zero par son escargot et récupère... Il a fait fort Sanji, hein. Il a vraiment fait fort avec le Mister Zero, il lui a parlé en mode, oh là 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 là, trop fort Sanji. Ah, ce Sanji-là, quel roi! un éternel pause pointant sur Alabasta. En gros, c'est ça qui se passe. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet arc? Eh bien, même si je dois avouer que je l'ai trouvé beaucoup mieux et plus intéressant que l'arc précédent... Non, il a pas aimé. Je dois avouer aussi que je l'ai pas trouvé extraordinairement extraordinaire. Tout au plus, je l'ai trouvé sympathiquement sympathique. Bon, ça va. Ouais. Sympathiquement sympathique. Ça va, c'est toujours mieux que l'autre. L'autre, il avait vraiment dit que c'était pas ouf. On verra un petit peu c'est ce qu'il va nous dire. Hein. Déjà, contrairement à Whiskey... D'ailleurs, Mr. Prince, Sanji, à l'époque, Mr. Prince. Qui pour moi, comme je l'ai dit dans... Il a pas trouvé l'arc superbement superbe. Dans la vidéo précédente, était plus une péripétie qu'un véritable arc. Là... Il y a des masterclass quand même. Ah oui, mais Little Garden est un très très bon arc, bien évidemment. Little Garden est pour moi un véritable arc narratif à part entière. Dans le sens où... Mr. Prince, sympathiquement sympathique. Une fois que l'équipage quitte l'île, eh ben, ce ne sont plus tout à fait les mêmes personnages. Ils ont grandi en tant que personnages, en tant qu'équipage aussi également. Donc là, c'est un vrai arc narratif, là, ça me parle. Oui. À Whiskey Peak, j'avais l'impression que les personnages ne faisaient que subir des événements qui ne les concernaient même pas. Du coup, j'étais pas très impliqué dans l'histoire. Qui les concernait même pas. Je sais pas s'ils parlent de... Ils allaient quand même se faire arrêter par les chasseurs de primes. Je sais pas, ils parlent de quel événement précisément Whiskey Peak. Là, pour le coup, à Little Garden, j'ai trouvé les personnages beaucoup plus proactifs qui se passaient. Donc l'histoire était beaucoup plus... Après, les autres qui sont venus, Mr. Flui, le roi. Prenante, et ça, j'aime bien. Oui. J'en ai déjà parlé précédemment, mais c'est encore plus prégnant avec Little Garden. On sent, ou du moins je sens, qu'Oda cherche encore à élaborer le prototype, le modèle, le schéma, la structure, t'appelles ça comme tu veux, sur laquelle vont se baser, s'articuler les arcs One Piece-esques. Ouais, j'invente des mots. Déjà, par la multiplicité des personnages. Je pense qu'il parlait de Vivi. Ah oui, bah après c'est... toujours comme ça, à chaque fois ils viennent, ils aident des gens quoi. Donc ouais, ok, mais merci à Dark d'avoir trouvé pourquoi du coup. Avec l'ajout de Vivi à l'équipage, Oda poursuit ce qu'il a commencé à Lockdown. Il multiplie... T'es vif, t'es très très vif. Les points de vue, c'est-à-dire que chaque chapeau de paille ou presque vit son aventure à sa façon au milieu de la grande aventure. On a Vivi et Luffy d'un côté, Zoro d'un autre, Nami et Usopp du leur, etc., etc. Sans même parler du point de vue des antagonistes. Bon, je vais te faire un très gros résumé pour expliquer ce que je veux dire. Je vais utiliser des schémas. Un schéma très simple, ça va être une grosse flèche. Admettons que jusqu'à présent, les arcs de One Piece, c'était un peu comme ça. Et bien maintenant, depuis quelque temps, on sent bien qu'Oda veut que les arcs de One Piece se déroulent à peu près comme ça.
Oui. Et en plus, on retrouve à nouveau cette notion de conte ou de légende. Nous avons Foutu baleine. eu la légende, le conte de la baleine qui attendait ses amis avec la boune. Cette fois-ci, on nous raconte l'histoire des deux géants qui se battent pendant plus de 100 ans sans savoir pourquoi. Tout ça bien évidemment articulé autour d'un ou plusieurs thèmes. Sans savoir pourquoi. Tout ça bien évidemment Les mecs ont combattu pendant 100 ans. Vous vous rendez compte? 100 ans. 100 ans, une centaine d'années, un siècle. Vous imaginez tout ce qui se passe en un siècle? Les mecs se sont battus pour rien. Quoique pour rien. Ouais, fallait répondre à la question, hein. En vrai de vrai. Fallait répondre à la question, c'est ça, bah ouais. évidemment articulé autour d'un ou plusieurs thèmes que nous allons explorer tout au long de l'arc. Mais vous me direz sans doute... Ah, en fait, c'est juste qu'ils ont pas dosé, quoi. Pour le coup, voilà, ceux qui disent dose, dose, là, on peut parler de dosage. Là, ils n'ont pas dosé. 100 ans, ils ont pas dosé, là. C'est ça le dosage. C'est ça, quand tu dis il faut doser, là, pour le coup, ils ont pas dosé du tout, quoi. 100 ans, hein, vous déconnez, là. Mais chef, quel est le thème de cet arc? Bon, je sais, vous vous posez pas cette question-là et vous me direz jamais ça. C'est plus une formule pour rendre ça un peu dynamique, tout ça. Enfin bref, quel est le thème de cet arc? Eh ben, il me semble assez évident que l'un des grands thèmes de cet arc, c'est l'honneur, c'est la fierté. Oui. Qui est principalement incarné par les deux géants, Broggy et Dory. Deux anciens capitaines pirates Ils sont obstinés, hein. Pour le coup, c'est vraiment des forceurs, hein. 100 ans... On pourrait même rajouter un petit thème, la bêtise, hein. Les mecs, ça fait 100 ans qu'ils combattent, c'est même pas pourquoi. nommés qui disparaissent des radars du jour au lendemain pour rester se foutre sur la tronche pendant plus d'un siècle, pour une raison complètement futile et puérile. Et là, on serait tenté de se dire qu'en réalité, ce sont vraiment d'énormes teubés qui gâchent leur vie à faire un truc totalement puéril uniquement par... Comme Mihawk et Shanks, en fait. Les mecs qui faisaient que combattre pour savoir c'est qui le meilleur à l'épée. En fait, c'est ça, en fait. C'est une question de... Ouais, ça dépend de comment tu vois le truc. C'est juste que eux, en vrai de vrai, ils ont pas dosé. Ils n'ont pas dosé du tout. En vrai, c'est qui le plus fort? C'est qui le meilleur entre nous deux? C'est pas débile, c'est de la compétition. Sport et tout le monde va être premier, tout le monde va être... C'est juste que eux, ils n'ont pas dosé, quoi. Uniquement pour ne pas vouloir... L'ego. Céder la défaite. Sauf que dans cet art, quand on parle d'honneur, de fierté, on ne parle pas seulement d'orgueil, d'ego mal placé ou de virilité toxique de mes couilles. Non. Virilité toxique. Ça va plus loin que ça. Ça c'est Shanks, c'est Mihawk. Shanks, il avait une mission et tout, soi-disant par ordure et tout. Mais non, le mec passe son temps à combattre Mihawk à l'épée. Tu déconnes, Shanks, réveille-toi. Heureusement qu'il s'est réveillé. À l'époque, moi je l'aurais dit, Shanks, réveille-toi. Réveille-toi. Dans cet arc, fierté est synonyme de noblesse, de grandeur, de panache. C'est des guerriers après, hein. C'est... Se tenir à un code, une façon de vivre et ne jamais en dévier. C'est ça l'honneur, c'est ça la fierté. Et ces deux géants l'incarnent parfaitement, mais ce ne sont pas les seuls. Luffy et Zoro incarnent aussi... Exactement dans le chat. C'est comme Sengoku qui ne sait pas doser quand il dit qu'il peut prendre Shiki tout seul. Exactement. Voilà, ça c'est je ne sais pas doser. Ryukugyo qui dit je vais prendre Luffy, il n'y a pas de dosage là. Tu passes même pas Momo. Dosage un petit peu. Comportement. Ces valeurs-là. Bon, Sanji et Usopp aussi quelque part, et même chaque chapeau de paille finalement. Quand Usopp risque sa peau pour sauver Zoro, Vivi et Nami, quand Zoro est prêt à se trancher les jambes pour avoir au moins une infime chance de mourir en combattant plutôt que de s'éteindre impuissant, quand Luffy il allait se trancher les jambes, hein. Vous vous rendez compte? n'hésite pas un seul instant à affronter Dory ou Broggy, je sais plus lequel qui est qui, alors que ce dernier est persuadé que Luffy a piégé le... Dory et Broggy... C'est pas méchant, hein. Mais Dory et Broggy, c'est comme Kamaltero et Kitaro, hein. C'est pas trop c'est lequel. Des fois, il y a toujours des duos, tu sais pas qui est qui, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a plein, hein. Il n'y a pas que Dory et Broggy, il y en a plein à chaque fois, tu sais pas qui est qui, c'est une dinguerie, hein. Baril d'alcool, c'est parce que Luffy a bien compris en quoi l'honneur était important dans la vie du géant. Aïe 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 aïe. Est mise aussi en avant par les antagonistes. Je suis mort. C'est comme Jaja et Dinaz. Tu sais pas qui est qui en fait. Jaja et Dinaz, Dory et Broggy, Kamaltero et Kitaro, Big Flo et Oli. Tu sais pas c'est qui. Faudrait mettre des bandeaux, je sais pas, une chaîne. Faut faire un truc parce que les Daft Punk également. Bah oui, c'est une dinguerie. Hein. Et tout particulièrement par Monsieur 3. Ouais, ou Mr. 3, t'appelles ça comme tu veux, dont les agissements et la façon de combattre sont aux antipodes de ce qu'est le sens de l'honneur, la fierté pour les héros. Il complote, il empoisonne, il piège, il trompe, il torture, il fait chanter, c'est vraiment un vilain très... Non mais blague à part, c'est vrai.
Genre Garp et Sengoku, c'est un duo, mais tu vois qui est qui. Il y en a un soi-disant l'égal de Roger, un soi-disant l'égal de Shiki, tu peux les reconnaître, tu vois. Les autres, j'arrive pas à les reconnaître. Hein. C'est très vilain. Et le pire, hein, c'est que des fois tu me dis lui c'est lui, lui c'est lui, je dis ok, et après j'oublie. C'est une dinguerie. Hein. Et ça, c'est selon moi une petite nouveauté dans One Piece, que juste... Ademo et NOS, tu sais c'est qui normalement. Ademo et NOS de PNL, tu sais c'est qui, mais Tchadja et Dinaz, tu sais pas c'est qui. Kamaltero et Kitaro, tu sais pas c'est qui. Dory et Brogy, tu sais pas c'est qui. Les Daft Punk, tu sais pas c'est qui. Il faut être honnête hein, dans la vie. On va pas commencer à dire oui, si, on sait. Non, faut être honnête. Des fois on sait pas, on sait pas. Hein. Jusqu'à présent, les méchants qu'on a affrontés dans One Piece, c'était tous des salopards, quasiment, on est bien d'accord. Mais ils avaient tous plus ou moins un certain code de l'honneur. Ils agissaient pas comme ça au hasard, ils suivaient certains principes quand même. Même le fourbe Arlong a dû trouver un subterfuge pour subtiliser l'oseille de Nami, parce qu'il avait donné sa parole qu'il lui prendrait jamais son argent. Alors certes, il l'a blousé, mais il a respecté sa parole. Il a bien blousé. Hein. D'ailleurs, il s'emporte quand Nami le traite de menteur. Preuve en est qu'il a quand même un certain code de l'honneur. Oui, il a quand même bien douillé. Monsieur 3 ou Mister 3 ou Mister 3, t'appelles ça comme tu veux, parce que je parle pas bien anglais, il sent pas les reins de l'honneur. Lui, tout ce qui compte, c'est de gagner, c'est de dominer, peu importe les méthodes, peu importe le moyen, même les plus sales, surtout les plus sales d'ailleurs. C'est d'ailleurs une idée commune à pas mal de shonen du genre. Souvent, le héros est représenté comme étant un peu con, très niais, mais en même temps, il est très sincère et quasiment pur dans ses intentions, si tu veux. Alors que les méchants, les antagonistes les plus malfaisants, vont avant tout être définis par leur intelligence. Or, c'est quoi ce délire? Ça est marrant cette opposition. Est-ce que c'est une opposition qui vient de la culture nippone, peut-être? Que en fait la pureté est naïve et que l'intelligence est forcément un petit peu malfaisante? Ou alors c'est une espèce d'entourloupe éditoriale? Genre, vas-y, comme la plupart de nos lecteurs sont complètement cons, on va... Pour moi, c'est une espèce de code, en fait. C'est juste qu'il y a eu des précurseurs, et après, tout le monde a fait un petit peu pareil, parce que ça collait bien, et que le truc... un héros complètement con et niais, comme ça, ils vont pouvoir s'identifier. Voilà. Ça m'étonnerait. Alors, il y a un... Ce serait une dinguerie, quand même. Hein. Derrière, je sais pas. À ton avis, c'est quoi la solution? C'est quoi la réponse la plus probable? Bah je te laisse me le dire en commentaire. Monsieur 3 est un méchant pertinent et efficace. De plus, sa fourberie et sa puissance mettent très clairement les chapeaux de paille dans la merde. Et j'ai bien aimé l'espèce de symbolisme qu'il y a dans ce combat. Monsieur 3, le fourbe, le veule, le malin, parvient à dominer à l'aide de Miss Golden Week et de son fruit de démon qui produit de la cire ultra solide. Et il est vraiment sur le point de gagner. Puis boum, Usopp se rend compte que sa cire reste que de la cire et Luffy enflamme le bordel, réduisant sa cire en bouillie et les chapeaux de paille gagnent. Bon, c'est quand même un peu con parce qu'en vrai, de mon point de vue, de la cire liquide, bouillonnante, méga chaude, c'est beaucoup plus vénère que de la cire froide dure. Mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas grave, c'est débile, mais on s'en fout, l'important, c'est le symbolisme derrière. Oui. La cire froide, épaisse qui s'infiltre partout de Monsieur 3, c'est l'incarnation de sa fourberie, de sa basse... L'incarnation de sa fourberie, quelle fourberie. Son pouvoir est certes très puissant. C'est pas l'autre là, Paul Nojos là, il nous avait dit les amiraux ils sont fourbes, les amiraux ils combattent à la fourberie. Y a pas un mec qui voulait me débunker à un moment, il a dit... Oui, c'est normal si les amiraux ils battent toujours les gens par surprise et quand ils sont choqués, parce que c'est comme ça, et parce qu'il y a la fourberie. Ah ouais, c'est une dinguerie, hein. Et des gens, des fois, faut les laisser dans leur coin. Il est tout aussi fragile, parce qu'il... Le mec qui te dit j'ose ne combat qu'à l'épaule, c'est une dinguerie, hein. Repose c'est une grande singerie. Hein. Sur rien de solide, rien de noble, rien d'inflexible. Contrairement aux géants et aux chapeaux de paille, dont la force repose sur un sens de l'honneur, un courage, une loyauté et une volonté quasiment indestructibles. Les flammes qui viendront consumer le pouvoir de Monsieur 3. Ouais, c'est tout con, mais c'est bien vu. Bon, et tu te souviens très certainement que dans l'épisode précédent, j'ai un petit peu ragé sur le Baroque Wars, parce que je trouvais que son introduction était vraiment foirée et qu'il ne représentait pas vraiment une vraie menace. Bon... Il est clair que cet arc redresse très nettement le tir à ce propos. Dans un premier avec Mr. Free le Goat. Étant avec Monsieur 3, comme on vient de le voir, et dans un second temps avec la première apparition de Mr. Zero, aussi connu sous le nom de Crocodile. Ah ben, c'est ce qu'on avait vu dans le truc précédent. Qui semble être un méchant un poil tyrannique avec... On disait que c'était normal en gros, que les mecs sont venus sur Whiskey Peak, c'est normal que les mecs c'est pas des grandes menaces, parce que le big boss, le patron arrive après, regardez-moi ça, regardez-le. Ces sbires est au moins aussi fourbe, voire plus que... L'égal d'un certain, je n'en dirai pas plus. Monsieur 3.
Si vous voulez le dire dans le chat, dites-le, en démocratie, hein. Voilà, n'est pas comme avec Aramaki ici, mais moi, je ne parlerai pas. Téléphone, il fait genre Sartek cousin, t'as accompli ta mission, puis une fois raccroché, on va le faire buter ce bâtard, il m'a saoulé. Et en revoyant Crocodile, même si dans cet arc il n'est encore qu'une silhouette menaçante, je me suis rendu compte d'un truc. Je crois que j'ai compris où Oda voulait en venir avec le Baroque Works. Alors attention, je pense avoir saisi ce qu'il voulait faire, ça veut pas dire que son introduction du truc d'avant était pas foirée. Je trouve encore que le Baroque Works n'est pas très bien défini à l'heure qu'il est, même à Little Garden. Oui, bref, le Baroque Works n'est pas qu'une simple organisation lambda. Il y a une volonté derrière. Si tu regardes bien le look et l'esthétique des personnages qui gravitent autour du Baroque Works... Après, en vrai de vrai, le Baroque Works, il y en a plein qui sont pas hyper puissants et c'est normal. Crocodile va pas arriver avec des mecs qui sont tous hyper chauds, c'est totalement normal. Surtout quand tu regardes le niveau des mecs de l'époque, c'est totalement normal. Tu commences à deviner où il veut en venir en fait. Crocodile, gros cigare, grosse bagouze, costard de Rital et manteau. Oh là là, regardez-moi ça avec son gros crocodile. De fourrure de Mac, Monsieur 3, petit Starco bien peigné, qui boit du thé, etc. Il y a un certain sens du style. Oh, c'est trop... Quel patron. Vous voyez? Regardez, lui, il est comme Mihawk. C'est-à-dire qu'il est hyper classe. J'aime tout chez lui comme j'aime tout chez Mihawk. Mais, pour Mihawk, comme, soi-disant, elle est niveau Yonko, il faut mettre les choses au clair. Pour lui, on n'est jamais obligé de parler de son palmarès. Pourquoi? Parce que personne dit qu'il est supérieur à Shanks. Ah ouais, c'est vous qui abusez. Où est-ce que vous nous forcez à dire? Vous nous forcez à dire la vérité. C'est-à-dire que Mihawk n'a pas réussi à passer Crocodile. De l'élégance, du luxe, qui rappelle très clairement la mafia italienne, ambiance le parrain tout. Non, mais bien sûr, on rigole avec Mihawk. Non, mais après, on a encore le droit, en 2022, de parler du palmarès des gens. Je pense qu'on a encore le droit, je pense, hein. Ça. Peut-être qu'Oda essaye d'opposer deux figures fantasmées de l'imaginaire collectif, le pirate et le gangster. Et quand tu intègres ça, bah même Whiskey Peak que j'ai pas aimé a un peu plus de sens. On oppose deux hors-la-loi. D'un côté, nous avons le pirate qui devient hors-la-loi, qui se met hors-la-loi par soif d'aventure et de liberté, ce qui en ferait une figure plus ou moins noble, parce que ses idéaux, les idéaux qui l'animent, le pirate, sont nobles. L'aventure, la soif de liberté, tout ça, c'est beau, c'est gentil. Alors que de l'autre côté, on aurait le gangster, qui lui se mettrait hors la loi par soif du pouvoir et du profit. Donc par des idéaux plus bas. Ses motivations sont plus basses. Du coup, ça en ferait plutôt une figure de hors-la-loi plutôt méchante, plutôt méprisable. Bon, et ça, c'est si j'ai bien senti le truc. Et si j'ai bien senti le truc, je suis très curieux de voir comment Oda va exploiter ça. Ça peut être super intéressant. Oui. Et pour finir, on va aborder un truc qui m'a dérangé une fois de plus dans cet arc, mais c'est tout à fait personnel. Oui. J'ai toujours cette étrange impression qu'Oda ne sait pas quoi raconter ou quoi faire avec son... Il est encore dessus. Depuis le barachier, il est sur Sanji. Depuis le barachier, il dit je sais pas ce qu'il fout là. Il colle pas à l'équipage. Depuis le barachier, c'est une dinguerie. Ok, on commence à pseudo-rivalité avec Zoro, mais c'est tout. Je me dirais, c'est fait exprès. C'est oui. pour qu'il soit là pour répondre à Crocodile. Et il a un truc contre lui. Ça me termine. Allez, bon, après, il l'a bien dit, c'est personnel. Hein, mais pour lui, c'est pas un défaut. C'est juste qu'il a du mal avec le perso, mais il a du mal avec lui. Ok. Mais entre le moment où il quitte le bateau et le moment où il a Crocodile au téléphone, tu l'oublies. Durant la baston, c'est arrivé presque à la fin que je me suis surpris à me faire la remarque. Eh mais en fait, il en peut plus. Il est passé où Sanji? J'aime le personnage, j'aime son histoire, j'aime sa façon de combattre, mais pourquoi j'ai l'impression qu'il n'a rien à foutre là? Ouais, bah après il aime tout chez lui, c'est juste... Me perturbe en vrai. Oui. Bref, Little Garden était un bon arc qui commence à lever les doutes que j'avais depuis l'arc Whiskey Peak. Bah voilà. Et l'introduction un peu laborieuse du Baroque Works. Et bah voilà, tout est bien qui finit bien. Et il y avait un vrai propos, de vraies péripéties, des thèmes très bien exploités. Donc voilà, cet arc, il m'a bien plu, c'était stylé, et j'ai envie de te dire, bah vivement la suite, parce que je suis très curieux de voir où tout ça va nous mener. Voilà, en attendant, je te laisse mettre des commentaires, t'abonner, mettre des... Voilà, on soutient, un petit like, un petit commentaire, voilà, on s'abonne. Et voilà, pas belle la vie. Mais oui. Bon, en tout cas, c'était fort intéressant, hein, bien évidemment.